La gastronomie de 2049 commence aujourd'hui. Si on ne prend pas conscience de notre modèle de consommation alimentaire, eh bien on va à peu près droit dans le mur. Donc pour avoir un menu de qualité, dans une gastronomie de qualité en 2049, or qu'il y aura à peu près 9,7 milliards d'individus sur la planète, il faut commencer à repenser les circuits courts de façon efficace, des économies beaucoup plus symbiotiques, végétaliser notre alimentation. Je crois que dès maintenant, on pourrait partir sur une idée du 80-20, 80% végétal, 20% protéines animales, et ensuite accompagner les agriculteurs à repenser le modèle agricole en considérant que le prix n'est pas la valeur, que la valeur est ailleurs, la valeur est en protégeant cette planète. Et effectivement, en 2049, on aura une bonne chance de partager encore d'excellents repas, en consommant moins peut-être, mais en consommant plus équilibré, plus juste, donc plus environnemental, avec évidemment un impact social et un impact environnemental qui doit commencer dès maintenant pour que 2049, nous soyons à peu près tous heureux de vivre ensemble. C'est simple, c'est dès maintenant. Nous avons déjà pu, il y a quelques années, quand nos aînés ont commencé à entrevoir une idée plus écologique de notre alimentation, eh bien on avait déjà détecté des signaux faibles. 2040, 2049, 2050, c'est le stress hydrique, on manque d'eau sur cette planète. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner notre modèle agricole, il faut accompagner notre modèle de consommation. Encore une fois, manger mieux, manger moins, arrêter le gaspillage, considérer qu'il n'y a pas de déchets dans la cuisine, il n'y a que des coproduits et que ces coproduits doivent entrer dans notre modèle de fonctionnement. Donc ça veut dire repenser la formation professionnelle dans mon métier, repenser un certain nombre de modes de consommation, arrêter de consommer à un tel point que nous nous consumons. Donc il faut reprendre et redonner du sens à notre consommation et à notre modèle de consommation. Bonjour Thierry. Bonjour. Je voudrais d'abord, avant de parler de cuisine, qu'on parle de médias, parce que David disait, tu es quasiment un média à toi tout seul. Notre émission, on fait une émission sur France Info tous les week-ends, le samedi et le dimanche. Pourquoi as-tu voulu faire cette émission qui raconte l'histoire de la cuisine, l'histoire des plats, la tradition? On va très très loin, on remonte jusqu'à Louis XIV, le lièvre à la royale, etc. Non, c'est vrai, pour répondre à ta question, pourquoi j'ai voulu faire cette émission, d'abord parce que j'aime la radio, c'est une chose, et puis montrer que dans l'évolution, il y a forcément un parcours de nos aînés, et qu'il est à prendre en considération. Si on veut évoluer, il faut étudier notre passé pour entrevoir l'avenir. Donc quand on parle du patrimoine culinaire français, de l'histoire de l'alimentation, de l'histoire de la cuisine, eh bien on a déjà un socle fort pour entrevoir l'innovation et le produit de demain. Donc cette émission renforce ça, de montrer que nos aînés ont bien travaillé, eh bien à nous de faire aussi bien. More majorem, comme on pourrait le dire. Notre émission est un des points d'ancrage de ta médiatisation, très régulier, puisque c'est quand même tous les week-ends, mais David le disait, tu es très présent dans les médias. On te voit sur les unes de magazines, à la radio, la télévision. Tu ne fais plus de fighting, de Top Chef, de choses comme ça, mais tu es exactement dans beaucoup d'endroits. Pourquoi cette omniprésence médiatique? Tu es presque un média à toi tout seul. C'est gentil de me dire ça, ou pas gentil, je sais pas. Mais j'ai pas cette impression. C'est vrai que en 2004, pour être sincère avec toi et avec vous, j'ai bénéficié d'un envoyé spécial. En gros, sur France 2, une mission de reportage. Sur France 2, une mission de reportage très fouillée sur d'où je venais, qui j'étais et pourquoi j'avais choisi l'innovation. Donc ça a été ma première approche médiatique sérieuse. Et finalement, j'ai probablement pris goût à la médiatisation, mais j'ai pris goût aussi à essayer de transmettre un certain nombre de valeurs que je crois justes. Alors j'ai fait Top Chef, bien sûr, et je crois qu'on ne s'est pas beaucoup trompé dans Top Chef parce que c'est un concours de cuisine qui a révélé de véritables talents dans ce métier. Et puis à un moment donné, j'étais en rupture, je me suis intéressé aussi à ce que je pouvais apporter comme message social, et là ça a été tout un travail avec CAPA, sur un chef en prison, et puis sur Passeport pour le crime. Une série de reportages sur CAPA qui passe dans les médias où on te voit dans les prisons du monde entier. Exactement. Et puis il y a la création du Centre français d'innovation culinaire
qui est un cerveau collectif, donc avec des compétences, des gens qui ont des compétences que je n'ai pas, qui m'ont fait regarder la gastronomie autrement. Donc ça interpelle sur ce qu'est la gastronomie, son impact social et son impact environnemental. Et effectivement, je me nourris de ça, et quand on me demande d'intervenir sur tel ou tel sujet sur lequel je peux intervenir, je le fais bien volontiers, mais si demain on me demandait de parler du dernier Goncourt, je ne le ferai pas. Donc je ne suis pas dans l'hypermédiatisation, mais j'aime le débat. Alors il y a deux éléments. Il y a le fait que tes cuisines mode d'emploi nécessitent des mécènes et que ta présence aussi rassure peut-être les mécènes. Et le deuxième élément, c'est que, est-ce qu'on ne peut pas dire dans le même temps que l'alimentation, la gastronomie, la cuisine, c'est un média en soi? Tu as totalement raison, c'est-à-dire que depuis l'Antiquité grecque, la gastronomie est un média en soi. Dans l'Antiquité grecque, presque un média philosophique. On parle de tout, environnement, cuisine, proximité, relations humaines, exactement, économie. Au XVIIIe siècle, ça va être un média qui va servir la diplomatie. Au Talleyrand, au 19e, ça va être encore un support politique. Et puis, tout le 20e siècle, où on va voir l'émancipation de ces chefs qui vont devenir des chefs et des chefs d'entreprise qui vont, eux, avoir besoin de rentrer dans ce secteur par savoir-faire, savoir-faire faire et faire savoir. Donc, ils vont être de plein pied dans le besoin de faire des médias. Le premier média, télévision, Raymond Oliver l'a compris, Paul Bocuse va emboîter le pas et on va voir l'empire Bocuse se créer. Donc la nécessité médiatique, elle est de fait attachée presque au développement d'un artisan qu'est le cuisinier. Savoir-faire, c'est la technicité, la maîtrise du geste, du feu, c'est ton métier. Savoir faire, c'est la transmission, savoir diriger des équipes aussi, encadrer, être chef d'entreprise, et faire savoir, c'est la médiatisation, faire connaître ton métier, etc. Donc les trois sont forcés. C'est Bocuse qui t'avait dit ça. Hein. C'est Paul Bocuse qui m'avait dit ça un jour. Je lui avais dit, mais vous êtes monsieur formidable, comment vous avez fait pour réussir? Première des choses, dans une boutade comme ça, il m'avait dit, mais j'ai tout fait en m'amusant. Ce que je ne croyais pas vraiment, mais il en a bavé je pense qu'il en a bavé aussi. Et puis il m'a dit, tu sais, il y a savoir-faire. Apprends ton métier correctement, solidement, renouvelle tes compétences et tes connaissances, savoir faire. Apprends le management. Il faut savoir diriger des hommes sans pression excessive ou apprendre le management. Savoir faire et faire savoir, là c'est tout l'aspect communication, attraper la communication ou le communicant quand il est là pour pouvoir s'appuyer dessus. Mais pour s'appuyer sur une médiatisation solide, il faut avoir de véritables messages et de véritables valeurs à passer. Dans ce petit film qu'on a vu, là, je crois que c'est Nouvelle Obs, tu parlais de l'alimentation de 2050. Donc, dans l'innovation, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que l'innovation va nous permettre de manger mieux demain? À une époque, on nous disait on va tous manger des gélules, des petites pilules en 2000. Depuis 2000, on ne se nourrit pas de pilules, et heureusement d'ailleurs. Comment on peut concevoir l'alimentation de demain, sachant qu'on sera 9 milliards peut-être sur la planète en 2050 7 environ, oui. Que l'eau devient un vrai problème? Pour élever un bœuf, par exemple, il faut combien de litres d'eau? Il faut 150 000 litres pratiquement pour élever une bête. Donc c'est colossal. Un steak de 150 grammes, c'est quasiment 150 litres d'eau. Donc c'est-à-dire que si on regarde la problématique à 2050, notre problématique, elle est hydrique. Il y a un stress hydrique sur cette planète, on manque d'eau. Donc si on continue à produire des céréales et de faire des céréales pour nourrir du bétail, ça n'a pas de sens. Donc on a besoin de cette eau. Donc il faut inverser notre tendance de consommation et il faut inverser notre tendance alimentaire. C'est-à-dire la tendance alimentaire, elle est partir plus sur du végétal et avec moins de protéines animales. Là, déjà, dès maintenant, on aurait un impact fort sur l'alimentation de 2050. Tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on devienne tous végétariens ? Non, je ne suis pas en train de dire qu'on devienne tous végétariens. Je pense qu'on peut être flexitarien. Je pense qu'une protéine animale une fois par semaine, un poisson une fois par semaine, un œuf une fois par semaine, le reste, une végétalisation, déjà on a dans l'équilibre alimentaire. Comment on fait aujourd'hui pour réfléchir à tout ça demain? Alors, tu parlais du laboratoire que tu as monté avec Raphaël Aumont à Orsay. J'ai plus le terme exact, l'université de l'innovation gastronomique, c'est ça? C'est le Centre français d'innovation culinaire qui est basé à l'université de Orsay. Donc comment vous réfléchissez à l'alimentation de demain? Vous faites quoi? Des expériences? Non. Pour réfléchir à l'alimentation de demain, il faut projeter. C'est-à-dire qu'il faut faire un forecast, il faut faire une prévision comme ça, et dans cette prévision, se dire c'est quoi 2050, et puis interroger les scientifiques.
D'ailleurs, tout ce qui est dit en ce moment sur le climat, c'est de dire, mais écoutez les gens qui savent ou qui ont compris qu'il allait se passer quelque chose. Donc on a interrogé un certain nombre de personnes. Ce qui revient en général, c'est ce fameux stress hydrique. On manque d'eau pour 9,7 milliards d'individus, et puis de consommer différemment. Donc consommer locavore, hein, c'est-à-dire le plus près de chez soi possible. Tous les grands chefs font bien ça. sûr, Ils prennent oui, près de chez alors eux. il suffit pas de rentrer dans l'élément de langage, il faut le faire vraiment, aider l'agriculture à se réinventer. L'agriculture, c'est un vrai métier, mais ce sont des business models qui prennent 10 ans. Donc c'est dès maintenant qu'il faut anticiper le fait de passer au végétal, de travailler moins sur la protéine animale, mais de travailler mieux et de redonner du sens à la consommation. Parce que la vraie problématique, c'est notre façon de consommer. Pourquoi nous consommons autant d'ailerons de poulet? Est-ce que ça a du sens? Pourquoi aller taquiner le boucher de votre quartier et de ne pas attaquer une industrie du poulet, par exemple? C'est complètement fou. Donc c'est redonner de sens citoyen à notre monde de consommation, consommer en tant que citoyen défenseur de cet environnement, et là déjà on aura amélioré considérablement les choses. Les agriculteurs ne vont pas t'entendre forcément avec beaucoup de joie. On le voit bien, ils sont peu dans la difficulté, et leur métier, leur tradition, ils disent... Bien sûr, parce que les éleveurs notamment. D'abord, je pense qu'ils entendent, mais ils sont plutôt victimes du système de consommation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être plus à l'écoute de l'agriculteur qui sait et qui a envie de se transformer. Mais l'agriculteur, lui, il connaît son business model. Il dit, vous me demandez de changer mon paradigme, mais j'ai besoin entre 8 et 10 ans pour changer les choses. Donc il faut l'accompagner là-dedans. Et pour l'accompagner, c'est de ne plus considérer que le prix et la valeur. Ce qui a beaucoup abîmé notre alimentation, c'est la théorie du low cost. Une baguette de pain à 80 centimes d'euros, ça n'a pas de sens. Ça ne protège pas une filière agricole, ça ne protège pas une filière de l'artisanat, et en tant que consommateur, vous la paierez 3 fois. Une fois pour vous soigner, une fois à la caisse et une fois avec vos impôts pour nettoyer les intrants chimiques qu'il y a dans la terre qui a produit ce blé-là. Donc ça n'a pas de sens. Donc c'est redonnons du sens au prix. Le prix, c'est pas la valeur. Le prix doit avoir un impact social et un impact environnemental. C'est ça qui doit être défendu aujourd'hui, à mon avis, tout de suite. Plutôt que de faire tout de suite des grands discours et de tirer des plans sur la comète en disant « ça c'est le bien, ça c'est le mal », non, c'est pas une histoire de bien ou de mal. C'est de faire évoluer les choses, mais en commençant par évoluer nous-mêmes. Quand on parle de travail sur le gaspillage alimentaire, quand on dit à un élève de l'école hôtelière que quand il découpe un poisson qui s'appelle le bar, il y a 70% de pertes. Vous posez la même question à un cuisinier japonais, il vous dit « mais j'ai 0 perte. Je sais donner de la valeur ajoutée à l'ensemble du produit pêché. » Vous voyez, c'est de redonner du sens à ce qu'un cuisinier, c'était donner de la valeur ajoutée à un produit simple. C'était pas de dire ça je l'utilise pas. Donc c'est redonner du sens à notre mode de consommation. Déjà, on aura fait un effort considérable pour arriver vers 2050. Dans une de nos dernières émissions, on a fait un chef du côté de Cavaillon qui utilise les pépins des melons pour faire une vinaigrette de melon, etc. Donc il dit on jette tous les pépins de melon alors que c'est le meilleur. Bon, Thierry, avant de laisser peut-être quelques questions dans la salle, une dernière. Est-ce qu'on peut donner une idée d'un menu type de 2050 ça peut s'envisager ou pas? On mangera la même chose? On mangera comment? Il y aura un plat, une entrée, un dessert? Il n'y aura pas une évolution considérable. Moi, je pense qu'on aura végétalisé notre alimentation. Je pense qu'on mangera moins. C'est absolument nécessaire déjà pour notre propre santé. Je pense qu'on va rentrer dans ce flexitarisme, j'en suis certain. Et peut-être avec une forme de jeûne, de ne pas considérer qu'il faut prendre le petit déjeuner, dîner. Tout ça doit reprendre sa place, du sens, et de reconsidérer le fait de se restaurer. Donc pour moi, un menu, il sera assez végétal, entrée, plat, dessert, pourquoi pas, mais avec des choses beaucoup plus légères, beaucoup moins pantagruéliques et beaucoup plus goûteuses. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, il y a un grand cuisinier qui écrivait dans ses livres « Le jour où il n'y aura plus de gastronomie, il n'y aura plus de lien social ». Et c'est pour ça que ce qu'on nous annonçait dans les années 70, en parlant des années 2000, de ces fameuses gélules, ça n'a jamais pris, parce que ce qu'il faut aimer aussi dans la gastronomie, c'est son côté transgressif. Donc si vous mettez des interdits partout, ça ne fonctionne pas. Donc il faut se dire, de temps en temps, j'ai envie de manger de la viande, de temps en temps, j'ai envie de manger du poisson, mais tout ça doit être un peu raisonné. Merci à Thierry. Merci à Thierry en tout cas. Et merci également à Bernard Thomasson. On se retrouve tous les week-ends donc sur l'antenne de France Info. Merci beaucoup.